Bonjour à tous, j'ai la chance de pouvoir accueillir beaucoup de participants à ce nouveau podcast et notamment des membres de l'armée ou anciens membres de l'armée, du 2e RH, des troupes de montagne, des gars du PSIG, de la police, de la BAC. Donc on va pouvoir poser plein de questions et rester jusqu'à la fin parce que le podcast va être rempli de plein d'informations. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez voulu rejoindre cette unité ? Bonjour à tous, moi c'est Roro, j'ai 27 ans, je suis actuellement en PSIG, donc en peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Moi depuis tout petit j'ai voulu intégrer cette unité. Pourquoi ? Parce que c'est une unité où il n'y a pas de routine, on doit toujours s'adapter à différents cas de figure et c'est des interventions qui sont un petit peu plus mouvementées que la moyenne. J'ai toujours eu une appétence pour le sport et c'est ce qui m'a donné envie d'arriver dans cette unité. Ok, moi c'est Lucas, j'ai 33 ans, j'ai fait 10 ans au sein du 2e régiment de Hussards. Pourquoi ce régiment ? Parce que j'aimais tout simplement en fait, le renseignement en tant que tel. Vraiment aussi tout ce qui est cette rusticité, le fait de marcher avec un sac, etc. C'était quelque chose qui avait j'avais une bonne curiosité pour ça. Et j'avais un cousin très éloigné, du coup il m'a un peu embrigadé dans ce régiment. Et voilà, je ne l'ai pas quitté, j'ai fait 10 ans et puis voilà, tout simplement. Bonjour, moi c'est Arthur, du coup moi je suis à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis un peu plus de 4 ans et demi. Maintenant je suis caporal-chef là-bas. Je voulais rentrer à la brigade parce que je cherchais quelque chose, un corps de métier dans l'armée. Mais le côté OPEX et partir loin pendant longtemps, ça me donnait pas forcément trop envie. Donc c'était pour moi ma manière de me rendre utile. Bonjour, moi c'est Marion, j'ai 10 ans d'armée, j'ai 28 ans, j'ai commencé en section de combat basique, j'ai passé les sélections pour aller en fouille opérationnelle et là ça fait 2 ans maintenant que je suis en antenne médicale et ce qui m'a toujours plu c'est prendre un clic au niveau de l'opérationnel entre guillemets. Là je suis en antenne médicale en troupe de montagne et c'est très intéressant. Bonjour, moi c'est Mathieu. Je suis actuellement en police nationale, j'ai intégré la police à l'âge de 19 ans. Maintenant j'ai 33 ans, je suis à la brigade anti-criminalité depuis 2 ans. J'y suis pour ces diverses missions, que ce soit le volet intervention, mais aussi le côté filature, surveillance, et c'est vraiment les missions qui me plaisent au sein de la police nationale. Bonjour à tous, je m'appelle Anita, j'ai 30 ans. Je suis en gendarmerie depuis 9 ans, je suis en brigade, officier de police judiciaire. Je me suis engagée en gendarmerie pour le côté militaire et aussi parce que je cherchais un métier d'action, un métier qui est challengeant et puis il y a aussi des perspectives d'évolution, ce qui est justement intéressant parce que étant donné que je suis en brigade, là je suis en train de m'entraîner pour passer des tests pour ensuite aspirer à intégrer une unité d'intervention qui est le PSIG. Bonjour à tous, Evan, 21 ans, je suis élève gardien dans la police nationale. Je me suis engagé pour du coup le métier, ça revient à mes collègues, le métier d'action, pour la polyvalence du métier. Le boulot en lui-même, l'approche des gens, les unités qui peuvent aspirer derrière, que ce soit des unités d'intervention ou des unités judiciaires. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Karl, je suis membre du CPA 20 et j'ai pas toujours voulu aller à cette unité-là. On va dire que je suis arrivé au début à l'armée de l'air dans un escadron de protection et ça me plaisait pas et j'ai fait ce qu'il fallait pour intégrer une unité, pour partir en OPEX un maximum. Puis c'est une unité qui est jeune, donc ça me donnait envie vu qu'elle évolue et que c'est enclin à de bonnes choses et c'est ça qui m'a motivé à rejoindre cette unité-là. Une question qui intéresse tous les jeunes de façon qui vont nous regarder. La chaîne elle est visionnée par beaucoup de jeunes qui veulent rejoindre des unités d'élite de notre pays. Comment on fait pour y rentrer ? Comment vous avez fait chacun pour pouvoir accéder à ce métier-là ? Quelle est votre sélection ? Quelle a été votre formation ? Alors pour ma part, c'était des sélections qui étaient divisées en 3 parties. Donc des tests physiques d'abord pour démarquer et faire un espèce d'écumage. Ensuite des tests avec des psychologues. Et ensuite un entretien avec chaque corps de métier ou de CPA et éventuellement. Un jury du coup composé de 5 à 8 personnes. Et je pense que c'est la majeure partie du recrutement. Ça se passe sur 3 jours ? Ça se passe sur une semaine. Une semaine, ok. Tu as une semaine de tests où le jeune il arrive, on lui paye son billet de train et en gros il suit une batterie de tests physiques, psy, en gros, et des petits entretiens. Et derrière il sait quasiment immédiatement s'il peut intégrer le régiment ou pas. S'il est pris ou s'il est rejeté à l'issue de cette semaine, oui. D'accord. Et après ta formation ?
Après moi ça c'était en interne déjà à l'armée. C'était une sélection en interne, donc il y avait que des gens qui étaient déjà dans l'armée, mais qui venaient de toute unité confondue. D'accord, donc tu as déjà intégré l'armée de l'air, en Oui. gros en faisant tes 3 jours au CSO, ensuite tu as intégré les FUSCO ou Oui voilà, peu importe, voilà, et tu as eu une sélection particulière pour entrer dans les CPA, c'est ça. le CPA 20 ou tous les CPA c'est pareil? C'était une sélection et c'est pour tous les CPA, Ok. 30, 20, 10. Ok, donc une semaine de sélection, et à l'issue, tu as pu savoir si tu intégrais l'un de ces CPA. Et derrière, C'est ta ça. formation pour accéder au CPA 20, c'est quoi? Des stages, le brevet para, et puis une fois que toutes ces choses-là sont réunies, le contrat, c'est en fait quand on est recruté, quand on est accepté dans cette unité-là, ils nous disent que suite à tel stage, on intégrera l'unité. Et D'accord. la seule chose à faire, c'est réussir ces stages-là, et ensuite. Et ça dure combien de temps, ces stages? Mis bout à bout, ça m'a pris une bonne année, je dirais. D'accord. Donc tu vas apprendre quoi comme, pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, je suis resté dans mon unité et j'attendais d'être envoyé sur ce stage-là. Ah, ça veut dire que tu n'es pas un an en stage. Non. Tu restes dans ton unité et tu vas partir 2 semaines ici en stage, 3 mois ici. C'est plus, 4 ouais, mois c'est là-bas. 2 mois, Ouais. 2 mois plus 2 autres mois. Ok, donc des fois, tu as des phases d'attente. Des phases de latence qui sont Ouais. assez compliquées, ouais. Parce Ok. qu'il faut rester dedans. Il faut rester motivé, des fois c'est long, tu peux perdre la motivation. C'est ça. Ouais. Et en plus, reprendre un boulot qui nous plaît pas forcément. En plus, Mhm. avec le parallèle, c'est un peu compliqué, ouais. Ok, je comprends. Alors pour rentrer dans la police nationale, je parlerai en tant qu'élève gardien de la paix, il faudra d'abord un bac, soit un bac général ou un bac professionnel. Je parle bien en étant externe, sans être policier adjoint avant. Ouais. Sinon, c'est un recrutement interne qui est à part. En tant qu'externe, donc on partira sur un bac général ou un bac professionnel. On s'inscrira sur un concours qui soit ou national ou Île-de-France. Derrière, on aura 3 étapes. Ça soit un écrit avec tout type de tests psychotechniques, tests de mathématiques, tests de français, etc. Un épreuve de sport. Donc là, elle est composée d'un luc léger et d'un parcours sportif. Et on finira sur un oral avec jury qui est composé souvent d'un commissaire ou d'un commandant, un gradé et une psy. Est-ce que les tests qu'on te demande intellectuels, c'est du niveau du bac ou alors tu as dû suivre une préparation particulière pour pouvoir réussir? Alors, ça reste un niveau qui est approximativement normal. Après, je pense que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on trouve beaucoup de livres pour préparer ces concours-là de la fonction publique. C'est toujours intéressant de pouvoir voir un peu les annales et ce qui est proposé, ce qui est demandé, etc. Je pense mettre en avant quelques mois avant pour pouvoir préparer ça correctement, c'est important pour Et ça se trouve en librairie, c'est en source ouverte. librairie, en pas besoin de Fnac, payer un truc particulier. n'importe où. Ok. Et derrière, du coup, à la suite de ça, on attend une entrée en école qui peut être longue, qui peut varier de 3 mois à des fois 1 an, suivant les entrées, les villes qui acceptent du monde. Il y a plusieurs écoles. Et derrière, on suit 1 an de formation, du coup en école de police, du lundi au vendredi. Et ça pendant 1 an. Ok. 1 an, quoi. Une bonne année. Mais bon, pareil, la sélection avant, elle est longue parce que C'est ça. tu es soumis à quota, à ouverture de classe. C'est ça, etc. ouverture de classe, suivant le monde, et derrière, pareil pour les choix de poste, les villes qui vont vouloir du monde ou pas, ce qui est assez conséquent. Alors concernant le mode de recrutement en gendarmerie, je vais parler des 2 que j'ai passés, parce qu'en fait j'en ai passé 2 différents. Je me suis d'abord engagée en gendarmerie en 2016 en tant que gendarme adjoint volontaire. Donc concernant les épreuves de sélection, il ne s'agit pas d'un concours, mais simplement de la rédaction d'une lettre de motivation, et puis il y a un petit entretien avec des gendarmes également pour connaître la motivation. Le bac n'est pas requis. Et puis ensuite, il y a une période de 2 à 3 mois en école. Je dis 2 à 3 mois parce que ça change en fonction des années. Il y a toujours des évolutions dans les textes. Et le fait de rentrer en tant que gendarme adjoint volontaire, ça permet de rentrer par la petite porte quand on ne connaît pas la gendarmerie, le milieu militaire, voir si ça nous convient. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça permet ensuite
de rester dans l'institution pour une année de 6 ans maximum. Et c'est comme si on est un petit peu stagiaire quoi, dans le métier, on est un petit peu les petites mains des sous-officiers, donc ça peut être intéressant pour découvrir le métier et voir si ça nous plaît pour ensuite passer le concours de sous-officier de gendarmerie qui là demande le bac par contre. Donc moi d'abord je m'étais engagée en tant que gendarme adjoint volontaire. J'ai ensuite passé une autre épreuve de sélection à l'intérieur parce que j'ai passé des tests équitants comme on appelle pour être ensuite cavalière à la garde républicaine à Paris où j'étais en escadron pendant 1 an là-bas. Et ensuite j'ai pas voulu perdre trop de temps et sachant que j'avais déjà fait des études précédemment. Donc ensuite j'ai passé le concours pour être sous-officier. Donc je l'ai passé en externe. On peut le passer en interne ou en externe, mais j'avais pas suffisamment d'ancienneté pour le passer en interne. Ça demande 1 an d'ancienneté déjà en tant que GAV. Donc en externe, il y a d'abord une partie écrite, de tests écrits, donc de présélection, qui consiste en la rédaction d'une dissertation, des tests psychotechniques et une épreuve de langue. Moi, c'était ce que j'avais passé en 2017. Après, voilà, il y a toujours un petit peu des évolutions aussi par rapport à ça, mais ça reste similaire par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui. Une fois que les tests écrits ont été validés, là, il y a la deuxième étape qui consiste en un entretien. Donc d'abord, il y a une petite partie avec un sujet tiré au sort à l'oral, donc une petite présentation de 15 minutes, pareil, devant un jury. Et ensuite, il y a toute une partie qui consiste un petit peu comme un entretien d'embauche, quoi. Donc tout ce qui est motivation, etc. Il y a aussi un passage devant un ou une psychologue. Et enfin, des épreuves sportives qui consistent en la réalisation d'un petit parcours qui se fait à l'intérieur d'un gymnase où il y a plusieurs tours à faire avec bien évidemment un chrono qui attribue une note à la fin. Et ensuite, une fois que le concours est validé, donc là, on part en école de gendarmerie, donc il y en a plusieurs en France, pour une durée de 8 à 9 mois. Encore une fois, je me base sur l'évolution des textes, mais il faut compter 6 mois minimum, entre 6 à 8 mois. Et ensuite, on est voilà, muté en unité. Okay. Mais ça veut dire que ce poste-là que tu as eu sans le bac au départ, c'est peut-être une opportunité aussi pour des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, qui se posent des questions, de venir servir leur pays, d'apprendre un métier, vérifier que ça leur plaît. Des fois, s'ils trouvent la motivation de faire cette chose-là, ils peuvent repréparer le bac et le passer en candidat libre, donc obtenir le bac parce qu'ils auront cette fois-ci une motivation de travailler à l'école en quelque sorte, et pouvoir le faire ensuite, se réengager en tant que sous-officier comme tu l'as fait. Oui, tout à fait. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Et bon, même si moi, j'avais fait des études, j'ai une licence, mais c'est pour ça que j'ai quand même voulu passer par cette petite porte pour voir si ça plaît. Parce que après, une fois qu'on a passé le concours de sous-officier, c'est pas pareil, quoi. Donc autant, voilà, regarder si ça nous plaît, etc. Et quitte à ensuite, voilà, pouvoir le passer en interne. De rester du coup dans l'institution et de le passer en interne, ce qui permet de passer le concours sous-officier, j'entends, en interne, et ensuite voilà, d'accéder au corps des sous-officiers de gendarmerie. Donc c'est vrai que c'est intéressant avant de tout de suite passer le concours, qui peut être quand même peut-être un petit peu intimidant pour certains. Complètement, ouais. C'est génial. Voilà. Merci. Concernant la BAC, donc on peut y prétendre après 2 ans de titularisation. Donc après 2 ans après l'année de stagiaire en réalité, à tout grade confondu, que ce soit de gardien de la paix, brigadier chef, même certains officiers dans les grandes villes. Pour y accéder, donc il y a des tests également qui sont pas sorciers, il y a des tests sportifs, donc un parcours d'habilité motrice, un LUC léger qui est un peu plus cardio. Des tests écrits, donc des tests psychotechniques, un écrit, un procès-verbal d'interpellation classique d'une mise en situation, on va dire à peu près banale, qu'on peut rencontrer en bac, et un oral qui est composé d'une psychologue, d'un commissaire de police et d'effectifs baqueux en général. Voilà, et puis après on est dedans. On est dans le vivier, des fois on a un peu d'attente dans le vivier, on n'y intègre pas forcément tout de suite après les résultats. Et après, c'est renouvelable tous les 3 ans en fait. Donc tu as la spécificité bac pendant 3 ans et tu dois faire des recyclages tous les 3 ans. Voilà, tu repasses devant un oral
Pour vérifier continuer. tes aptitudes, quoi, à Voilà. continuer, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. Et ça veut dire que déjà, quelqu'un qui veut rentrer dans la BAC, ça doit être quelque part un bon policier. Ce qu'on va Ouais. regarder, c'est quand même son expérience un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ces 2 ans-là, alors c'est 2 ans au minimum, hein, mais il faut acquérir une certaine expérience, des compétences. Et après, voilà, en général, tu te fais aussi repérer par les collègues de la brigade Mhm. par rapport à ton profil, tes aptitudes. Et voilà. Du coup, je vais parler pour la fouille opérationnelle. C'est des tests qui sont en interne, donc il faut déjà faire partie d'un régiment du génie pour pouvoir y avoir accès. C'est à tous les niveaux, donc militaire du rang, sous-off ou officier. C'est sur environ 4-5 jours, donc il y a des tests physiques et théoriques. Les tests physiques, ça va être une marche-tape avec un max dans la foulée de pompe, traction, abdos, cordes. On va avoir aussi une espèce d'aisance aquatique, donc on va faire 100 mètres plus 20 secondes d'apnée dans une eau. Quand moi à l'époque je les avais passés, c'était 6 degrés parce qu'on les avait passés en hiver. Donc on est tout le temps accompagné d'un PCG parce que il fait super froid. Par la suite, on a eu quoi? Les tests théoriques, ça porte sur tout ce qui est identification des munitions, des sous-munitions et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pareil de la descente en rappel, de l'escalade. Et par la suite, on part pour 7 semaines de formation où on va apprendre toutes les méthodes pour la fouille opérationnelle. Il y a quand même de gros matos et cette spé, elle n'est pas hyper connue. Ben non, mais même moi, je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est de la fouille opérationnelle spécialisée. Et, C'est quoi? C'est pour enlever les obus, les mines qui sont par terre? Non, ça c'est pas les du génie OD, du c'est tout. vraiment pour descendre dans les cavités, dans les grottes, dans les puits, les bâtiments inoccupés parce qu'il y a un risque de piégeage. Et nous, on Ok. va ouvrir la voie pour ça, pour récupérer tout ce qui est matos ennemi sur place. Bâtiments inoccupés parce que du coup il y a un risque de piégeage, donc on va avoir des maîtres chiens qui vont être avec nous déployés, on va avoir plusieurs moyens. Ok. Et voilà. Moi du coup pour la BSPP, donc il faut faire des tests classiques entre guillemets de l'armée en allant au CIRFA et en faisant la démarche. Du coup après c'est plus la particularité, c'est les agréments techniques. Du coup c'est en tout cas à l'époque nous c'était 2 ou 3 jours, je sais plus, à Villeneuve, l'ancien centre de formation, où en gros on était évalué sur du physique, donc sur des tractions, de la natation avec un plongeon de 3 mètres je crois il me semble, un objet à aller chercher au fond de l'eau et 100 mètres de natation. Et un parcours pompier, donc assez facile niveau technique, mais c'est juste pour tester un peu la résistance cardiovasculaire. Et après il y avait tout ce qui était entretien, donc pour voir au niveau de la personnalité si les gens étaient vraiment motivés et si les candidats s'étaient déjà un peu renseignés sur la brigade avant d'y entrer en gros. Ils posaient des questions classiques de connaissances brigade et un peu culturelles aussi. C'est-à-dire que tu fais tes 3 jours en CSO là, Ouais. et après tu pars combien de temps? Et après c'était, je sais plus si c'était 2 ou 3 jours. Et c'était 2 ou 3 jours au Fort de Intense, Villeneuve, mais quoi. c'était pas d'affilée. Hein. Il y avait une Ah. période de latence entre les deux. Ok. Et d'abord fallait valider les tests classiques de l'armée. Mhm. Et ensuite on partait pour les agréments techniques si c'était bon, je sais plus combien de temps après. Ok. Et c'était en 2 fois. Et après du coup le recrutement, on a des nouvelles quelques mois, enfin ça dépend des périodes, hein, ça peut être plus ou moins long, donc, et selon le dossier aussi. Après le recrutement il se fait dans l'année. Et après tu pars pour quoi comme formation? Et après la formation du coup elle dure 4 mois, avec une phase d'immersion au bout du premier mois. Et en gros il y a une partie donc FMG, donc tout ce qui est apprentissage du métier de militaire, qui dure 15 jours. Ensuite une partie toute la partie secourisme qui va durer 1 mois en gros, la phase d'immersion et ensuite toute la partie incendie qu'on apprend quand on retourne au fort. Ah, ça va vite quand même. Ouais, ça va relativement vite. Et après du coup les sapeurs sont vite arrivés en caserne, et en mine de rien la formation elle continue aussi une fois arrivé en caserne. Oui, de toute façon il y a un gros taux d'encadrement dans les casernes avec Oui, des voilà, expériences qui se fait vite, parce que Oui, c'est voilà. pas comme un militaire où on va attendre notre OPEX pendant peut-être des années. Là on va sur le Vous, terrain tout de suite. vous allez tout de suite sur le terrain, vous ouais. voyez tout de suite du concret, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et après, si je peux conseiller aux jeunes qui veulent s'engager, si vous avez le temps, et si vous avez un doute sur le métier de pompier, faites un peu comme les gendarmes, faites pompier volontaire.
Ça coûte rien de s'engager, ça vous permet de voir le métier de pompier, d'avoir une première approche, même si ce sera pas exactement la même, mais après ça dépendra de votre caserne. L'ambiance sera pas la même, l'encadrement sera pas le même, mais en tout cas niveau métier, vous aurez quand même une première idée de ce que vous allez faire par la suite. C'est super tôt, ça, non? Pardon? À partir de quel âge on peut faire ça? Volontaire, et après il y a les JSP du coup qui peuvent commencer à 12 ou 13 ans je crois. Et après, alors rentrer pompier volontaire, je crois qu'on peut commencer à 16 ans, mais après pour les engins incendie, il me semble qu'il y a une réglementation à 18 ans. Oui, Donc, bon, mais en ça soi, permet à d'être dans 18 une ans, caserne, voir ce que c'est la vie d'une caserne. ouais. l'entraînement, Et à etc. 18 ans, le mec peut rentrer pompier volontaire, faire sa formation et tout de suite monter dans les engins. La formation est beaucoup moins longue, c'était 1 mois je crois. Moi c'était allé dans le Calvados à l'époque quand je l'ai passé. Mais après chaque département est différent, donc ça faut bien se renseigner dans la caserne la plus proche. Mais donc voilà. Mais c'est une première expérience et c'est hyper intéressant, quoi. Moi, c'est génial. Pour des jeunes qui savent pas quoi faire le mercredi après-midi ou qui vont traîner le week-end, ils vont à la caserne, ils vont apprendre plein de choses, quoi. Complètement. Ok, moi pour le deuxième hussard, après les tests CSO, j'ai directement intégré le deuxième RH. Je sais que maintenant on peut aussi, même à l'époque, intégrer le 2RH avec une sorte de recrutement spécialisé interne dans l'armée. Un recrutement particulier, on appelle ça. Ouais, particulier. Et directement quand du coup après le CSO, donc 3 mois d'FGI, formation initiale classique. Et ensuite, c'est là on entame tout ce qui est un petit peu plus technique. Donc nous à l'époque ça s'appelait FSI, FSE, donc à chaque fois c'est 3 mois. Donc 3 mois d'FSI. Ensuite on a eu 3 mois de latence en escadron, donc on a été placé en escadron. Et ensuite 3 mois d'FSE. Et en général tout ce qui est FSI, FSE, on commence à apprendre petit à petit le métier de renseignement humain. On commence aussi à porter le sac, parce qu'on ne met pas directement le sac très très lourd directement. Il faut quand même une période d'adaptation. Et comme ça, l'encadrement voit qui est rustique. Et à côté de tout ça, on a aussi tout ce qui est du coup cours technique, donc mise en œuvre, tout ce qui est matériel photo, vidéo, transmission. On a beaucoup de cours d'identif, etc. Donc c'est quand même très complet. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, Voilà. c'est savoir quel est ce matériel, Voilà, quel est radar, ce véhicule. quel est ce véhicule. En gros, à qui ça appartient, Voilà, c'est quel ça. est l'armement et quel est le matériel. Exactement. de production. On voit par exemple juste la face arrière d'un BRDM2 avec juste quelques éléments. On doit savoir que c'est un BRDM2, etc. Et pour beaucoup de véhicules, même des aéronefs, etc. Donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, on a beaucoup de cours de procédure parce que il faut s'infiltrer. Il y a plein de procédures à connaître. Tout ce qui est du coup aussi creuse de cache. On a d'autres procédés, camouflage, beaucoup de camouflage aussi. Donc c'est vraiment un procédé qui est très très technique, très rustique et très intéressant et aussi très ingrat. Il faut le dire. Le métier d'enseignement, c'est très ingrat, mais voilà, ça se fait quand même. Voilà, tout simple. Pour le PSIG, les prérequis, donc il faut être absolument sous-officier. Donc le recrutement n'est pas ouvert du tout aux gendarmes adjoints, ce qu'il était avant, maintenant ne l'est plus. Il faut avoir des prérequis physiques et techniques. Donc comment ça va se passer? Il va falloir être détenteur du pass PSIG. Le pass PSIG, qu'est-ce que c'est? On va tester la condition physique du militaire sur des ateliers sportifs et sur des ateliers techniques. D'accord. Donc pour le sport, on a un 3000 mètres à effectuer en moins de 14 minutes, des pompes, des abdos et les ateliers techniques. Donc on a tout ce qui est menottage, tout ce qui est mise au sol, des ateliers bien plus spécifiques au métier de l'intervention, quoi. Au métier de l'intervention. Ensuite, on a une épreuve de tir également. Une épreuve de tir parce qu'on est du coup dans un PSIG, on se doit d'avoir une capacité de riposte armée un peu supérieure au brigadier. Ensuite, une fois qu'on est détenteur de ce pass PSIG, en fait, ce pass PSIG est valable 2 ans. Un peu comme nos camarades de la BAC, on remplit un espèce de vivier où dès qu'un PSIG sera en manque d'un personnel, pourra piocher dans tous ces éléments qui sont détenteurs du pass PSIG. Faut pas se leurrer, la mentalité fait beaucoup. Quand on a ce vivier de personnel détenteur du pass PSIG, les personnels de PSIG travaillent très souvent avec les brigadiers. On les connaît tous, on a de bonnes relations avec eux. On le voit tout de suite quand un camarade il a le profil. Il a le profil, il fait preuve d'abnégation, il est rustique, il a ses capacités physiques. Dévotion, esprit d'équipe. Le physique ne fait pas tout. Attention, on a certains personnels qui ont un physique hors norme, qui ont des performances dignes de ce nom.
mais qui n'ont absolument pas la mentalité pour être dans un PSIG. On cherche avant tout des bons camarades. Pourquoi des bons camarades? Il faut savoir, dans les moments de calme, savoir rire avec ses camarades, mais aussi être très sérieux quand ça le devient. Et là-dessus, nous, on met un point d'honneur à ne pas se tromper sur le genre de personnes qu'on Il ne faut pas avec qui on d'égocentrique, veut il faut travailler. qu'il y ait un esprit Et d'équipe. c'est un petit peu notre chance, c'est de pouvoir choisir en quelque sorte les personnels avec qui on va travailler. De pouvoir être certain de ne pas se tromper sur le recrutement. Et est-ce que tu as un temps de gendarmerie obligatoire avant de pouvoir tenter Alors le ça PSIG ou pas? a un petit peu changé. Avant, on pouvait dès la sortie d'école, donc dès la sortie d'école sous-officier, intégrer un PSIG à partir du moment où il y avait le passe PSIG. Ce passe PSIG était passé donc en école. Chose qui n'est plus possible maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, un PSIG, qu'est-ce que c'est? C'est une unité où en fait, on doit faire preuve d'adaptabilité en toute situation. On peut très bien partir sur une patrouille standard, où on est en surveillance générale, aide à la population, et de la minute à l'autre, ça peut partir sur un forcené, sur des violences intrafamiliales, et cette adaptabilité à la situation, elle doit être en tout temps. Elle doit être en tout temps, et Il faut de la cette chose-là, maturité. il faut une maturité et il faut de l'expérience. Et cette expérience-là, les élèves gendarmes qui sortent d'école ne l'ont pas toujours. Pour mon parcours à moi, je suis issu du recrutement direct. Donc, moi, je suis sorti de la faculté, j'ai passé le concours sous-officier. À l'époque, j'aurais pu directement aller en PSIG, alors que je n'avais aucune légitimité à y aller, je n'avais aucune expérience. Ouais. Et je suis bien content d'avoir fait d'abord mes expériences dans d'autres unités avant d'intégrer celle-ci. D'accord. Voilà. J'ai l'impression que ce qu'il faut retenir quand même de tous ces recrutements, c'est que tout se fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, les jeunes pensent que tout va aller très vite. Ils veulent bâcler leurs études, ils veulent vite rentrer dans différents corps. Ils pensent que tout va arriver comme ça et qu'on les attend, alors que personne déjà n'est attendu. Oui, il y a un besoin de recrutement, mais on n'attend personne particulièrement. Il y a des tests de sélection, il y a du temps à avoir d'expérience, il y a de l'expérience à acquérir dans plein de choses. Il ne faut pas penser qu'en gros, les gens que vous allez croiser, les gendarmes sur le bord de la route, les PSIG en inter, la BAC, les pompiers de Paris qui vont diriger des engins de feu, etc. Bon, les militaires, il y a moins de chances de les voir, mais ce n'est pas des gens qui, d'un coup, ils ont toqué à une porte, ils sont rentrés, ils ont quand même eu un long chemin pour pouvoir accéder à ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça, il faut avoir de la patience, ce qu'ont très peu les jeunes aujourd'hui. Les jeunes sont de moins en moins patients, malheureusement. Il va falloir s'armer de patience, s'armer d'abnégation. Quand on veut quelque chose, on doit se fixer un objectif. On doit avoir, en gros, quelque sorte une hygiène de vie pour se dire je ne vais rien lâcher. Une discipline qui fait que quand viendra le moment de passer le PSIG, comme toi aujourd'hui, tu seras prête. Quand ce sera le moment d'aller passer les tests bac, tu seras prêt. Quand ce sera le moment d'aller tenter les CPA, vous serez prêt. Mais tout ça, c'est long. C'est long. Et c'est pas du jour au lendemain. C'est souvent, moi, ce qu'on me demande, c'est comment on devient shooter ops CTLO. Shooter ops, c'est les gens qui sautent à haute altitude et qui libèrent des otages. Faut déjà rentrer dans l'armée, devenir force spéciale, avoir de l'expérience. Et quand un jour, tu seras suffisamment bon dans tous les milieux et que, comme vous, il y a une sorte d'aspiration. C'est les gens, quand ils vous voient, ils disent « Ok, celui-là, il vaut le coup. » Enfin, on pourra accéder. Mais c'est pas du jour au lendemain, on a tout. On n'est pas dans Call of Duty où on augmente les petites étoiles et hop, on est super bon d'un coup. Pour tout le monde, c'est un petit peu flou. Qu'est-ce que va faire un gars de la BAC? Qu'est-ce que va faire un gars du PSIG? Même moi qui ai passé 20 ans dans l'armée, dans les forces spéciales, pour moi, un uniforme, des fois, c'est un uniforme bleu, c'est un uniforme bleu, un noir, c'est noir, je rame un peu. Est-ce que vous pourriez expliquer avec des mots simples qui sont compréhensibles pour tout le monde, en quoi consiste votre métier? Ok. Du coup, pour les PSIG de France, donc on a un petit peu la double casquette. On a une casquette, je vais parler en couleur, casquette bleue, donc tout ce qui est côté un petit peu judiciaire, et casquette kaki, donc côté un peu plus militaire. Okay, je vais commencer par le côté militaire. Donc en PSIG, on a certaines missions qui sont dites de surveillance. Okay, donc on va pouvoir monter des dispositifs de surveillance dans la verte, donc en forêt ou dans les milieux un petit peu ruraux, pour récupérer du renseignement pour les unités de recherche, ou alors simplement pour
pour préparer une interpellation, pour récupérer des preuves, des éléments à charge sur potentiellement des échanges de stupéfiants ou quoi que ce soit. Donc on a cette capacité à mettre en place des dispositifs de surveillance qui peuvent durer parfois 24 heures, 48 heures, donc il y a des relèves, mais ça on doit être en mesure de pouvoir le faire. Du renseignement humain, ce que nous on appelle le renseignement humain, ça veut dire que C'est- c'est toi qu'on met sur le terrain avec c'est tes ça. yeux ou il y a des moyens techniques qui Alors peuvent les être moyens, mis on a en des place moyens, alors les moyens techniques, propre au psyg, hein. Je sais qu'il y en Propre a au en psyg. gendarmerie, mais Euh, propre au psyg, il y a des moyens techniques comme ça. à part des optiques, parfois pour... Ouais, à mais part ce des sera optiques, toujours on a- derrière un bonhomme, quoi, on va Ça dire. sera quoi. toujours derrière un bonhomme, ça sera toujours du Ok. renseignement humain. Il y aura Humain. pas de, on n'a pas, pour l'instant, c'est amené à venir, mais pour le moment on n'en a pas. C'est tout ce qui est travail avec du drone. Avec tout ce qui est drone, on est en train d'évoluer un petit peu sur ce sujet, c'est à l'ordre du jour. Mais pour l'instant, c'est que du renseignement humain. Ensuite, tout ce qui est casquette un peu plus bleu. Donc là, on vient en soutien. Notre mission principale, et ce qui est allez, 80% de notre temps, c'est le soutien aux brigades de terrain. Donc comment ça va se traduire? Ça va se traduire par en fait, dès que les brigades vont intervenir sur un contrevenant qui va être plus violent, ou alors connu défavorablement de nos services, pour de la détention d'armes, de la violence envers les dépositaires de l'autorité publique, à ces moments-là, nous, on sera en appui de leur action. D'accord? D'accord. Donc on sera là déjà d'une part pour dissuader le contrevenant de faire quoi que ce soit, et au cas où si ça on vient jusque-là, on est en mesure de l'interpeller à tout moment et de faire travailler en fait, de sécuriser l'action de nos camarades brigadiers. Vous êtes un peu le bras fort de la gendarmerie, C'est ça. en antenne proche, pas comme C'est ça. le GI, quoi, mais Faut une savoir antenne qu'en fait, proche. entre les brigades de terrain, donc les brigadiers et le GIGN, nous on fait un petit peu La proximité, c'est ce qui peut être rapidement là. On a un curseur où on peut monter très haut, très vite, et on s'arrêtera là où en fait on ne sait plus de notre niveau, et quand ça sera plus de notre niveau, ça sera le GIGN tout de suite qui viendra. D'accord. Le GIGN ou les antennes GIGN, ou plus précisément des PSPG, mais il faut en avoir dans son environnement. Les PSPG, c'est les pelotons de protection qui sont dans les centrales nucléaires. Mais Ok. on n'en a plus. Oui, il y en a très peu. On en a certains en France, mais il faut avoir la situation géographique qui correspond. Donc parfois on peut simplement venir pour aider une brigade, transporter un gardé à vue, ou alors parfois monter jusqu'à un plan de forcené où on a Ouais, un t'es individu primo-intervenant, on a un mec qui a qui fait une tuerie de usage masse. d'une arme, Ouais. C'est ça. Donc on a les PSIG, sabres. Maintenant sabre en fait c'est la dénomination des PSIG qui sont équipés pour de l'antiterrorisme. D'accord. Donc c'est les primo-intervenants. Donc là je parle vraiment dans le haut du spectre. On va pouvoir intervenir directement en amont parce qu'on est l'unité la plus proche. Pour faire cesser la menace, d'accord, sur tout ce qui est tuerie de masse, faire cesser la menace et au minima être en mesure de fixer cette menace et d'attendre les unités spécialisées pour venir nous appuyer, d'accord, nous appuyer et nous relever, parce qu'à partir du moment où on a usage des armes, c'est plus de notre niveau, c'est plus de notre niveau. À part s'il y a danger Une tuerie imminent. en cours, il Tuerie en faut cours. l'arrêter. Ouais. On se doit, mais ça c'est sur tout le spectre gendarmerie, du brigadier jusqu'au GIGN, à partir du moment où il y a une menace pour un citoyen français ou Il autre, se doit de s'interposer. on se doit de faire cesser la menace. Ok. Donc on a tout ce spectre, on a un gros panel de missions, et c'est ce qui fait l'intérêt pour le PSIG, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. Ok. Voilà. Du coup, la mission du 2e régiment de hussards, c'est tout simplement du coup, l'unité de recherche et de renseignement de l'armée de terre, donc du coup des unités, on va dire, conventionnelles. Pour faire simple, je vais parler de mes cas concrets, ce que je faisais plutôt en OPEX. Donc là, c'était vraiment quelque chose de plus simple à expliquer. On pouvait être attaché à un GTIA. On pouvait marcher en convoi, des fois on avait le droit d'aller un petit peu vers l'extérieur acquérir du renseignement. Quand on était sur place sur une base avancée, par exemple Gao ou Thessalite, chaque jour on allait dans les villages prendre du renseignement, prendre du contact, et à côté de ça, on pouvait aussi du coup avoir des missions entre guillemets plus sexy. On était héliportés. Ensuite une équipe de 6 où ça dépend, plusieurs patrouilles. On était du coup héliportés, on nous pose à un point et là on s'infiltre. Donc on fait les trucs de base qu'on peut apprendre entre guillemets FSI, FSE. Et du coup donc on s'infiltre, on se pose, on se cache, on se camoufle comme on peut, et ça peut être du renseignement sur objectif, sur un axe, sur un camp, etc. Donc c'est assez divers.
Donc ça ne s'arrête pas qu'à ça, comme j'ai dit, on a aussi du coup plusieurs unités, plusieurs spécialités aussi au sein du 10e hussard. Donc on a notamment aussi tout ce qui est IPC, donc interrogation, voilà, interrogatoire, qui peut du coup travailler en collaboration avec d'autres unités. Et voilà, je vais pas forcément m'étendre sur le sujet, mais il y en a pas mal, c'est assez intéressant. Et puis bah voilà, après du coup je crois que j'ai fait Il le faut tour. retenir du deuxième hussard, c'est que c'est du renseignement humain, un peu Humain. ce qu'on disait du psy, quoi. C'est que c'est un homme qu'on va aller mettre C'est pour ça. discuter avec quelqu'un, obtenir du renseignement Exactement. ou voir avec ses yeux. Et c'est du renseignement qu'on dit tactique. C'est Oui, parce que c'est du c'est- renseignement qui va amener tout de suite à une action, Une action de directe. là, ou pas, mais qui peut amener une action. Et c'est pas du renseignement stratégique. Non, Et c'est là ça, c'est souvent que la différence, elle est marquée avec le 13e Le RDP. 13e RDP, Souvent, exactement. on dit, mais pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Le 13e RDP peut faire du tactique Oui, jusqu'à du stratégique. exactement. Et donc orienter des manœuvres Voilà, c'est ça. politiques, etc. C'est pour ça, des Vous, fois, c'est on a- vraiment orienté vers l'action. Voilà, on peut traiter du coup des fois, ça nous est arrivé, on a des contacts, des dossiers, etc. Ça marche super bien. Et d'un coup, on doit donner le dossier, du coup, faire le transfert au 13. Alors qu'on a quasiment fini, on était déjà tout traité. Mais non, notre dossier, il va directement au 13. Donc ça arrive. Ça peut créer des frustrations, Exactement. mais en fait, c'est ça aussi la complémentarité des services, Ouais. c'est que un dossier d'objectifs, et je pense que c'est un peu pareil en gendarmerie, un dossier d'objectifs, on veut du renseignement, on va y mettre un capteur humain qui va nous emmener une certaine forme de renseignement, mais on va y ajouter derrière, et c'est pour ça que des fois ça change de service un petit peu, on va y ajouter du renseignement image avec des drones, des satellites, on va y ajouter du renseignement électromagnétique, des écoutes, C'est ça, ouais. des capteurs qui vont dire voilà, Exactement. telle chose à borner à tel endroit. C'est pour ça que des fois ça change de service. C'est hyper frustrant. Très frustrant. C'est hyper frustrant parce qu'on y a mis toute notre âme, on se dit enfin je fais quelque chose et en fait au moment où on arrive au truc, bah, ça nous échappe, ça. ça part sur Et même quelqu'un des d'autre. fois, même si on garde les dossiers, on n'a pas forcément une retombée de ce qu'on a fait. Donc ça aussi, c'est très frustrant et à prendre en compte. Ouais. Donc, Ça, mais ça, je pense que c'est un point qui est dans tous les métiers pareil. Il ne faut pas croire que quand on est force spéciale, c'est autre chose. Alors oui, bah, du coup, on récupère des fois vos dossiers pour actionner, mais ça nous arrive aussi que le dossier en fait prenne de l'importance. Et en fait, bah, des fois, on a le président de la République, et moi, ça m'est arrivé, on est dans l'avion, prêt à sauter, la tranche est ouverte, on referme la tranche, on est dit le président, il a dit stop. C'est des choses qui sont hyper frustrantes. Ah, mais on Et contrôle en fait, pas tout parce ça. que voilà, il y Ouais, a de on la contrôle pas. politique, on est quand même au service de la France et on se sert pas soi. Alors des fois, c'est frustrant parce qu'on se dit, moi j'aime ce que je fais et je veux le faire, mais tu le fais pas pour toi, tu le fais pour ton pays. Exactement. Les missions des fouilles opérationnelles spécialisées, c'est un beau spectre au niveau du travail, notamment en opérationnel. Donc il y a eu l'Afga, il y a eu la Guyane, il y a des exercices en Pologne, en Espagne. Enfin, c'est quand même hyper varié. Oui, Et, on a toujours besoin. Là, faut pas trop lister ce qui se fait aujourd'hui, Oui. mais on en récemment, a il y toujours eu, besoin. Voilà. Récemment, il y a eu le Liban aussi. Moi, il y avait une fouillops qui était directement là-bas. Et ils ont eu une facilité pour me récupérer parce que j'étais FOS plus SC2. Donc, c'est vrai que SC2, ça c'est le fait, secourisme au c'est combat. ça, en de gros. niveau Oui. 2. Donc, c'est vrai qu'avoir les deux, c'est une plus-value. Donc, ils m'ont récupéré et c'était super intéressant. Après, il va avoir notamment avec la gendarmerie les réquisitions. Donc, on va travailler en coopération avec la gendarmerie sur des décès, sur des meurtres, sur des armes qui ont disparu et qu'il va falloir qu'on retrouve. Et voilà. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que souvent on dit le militaire, il est fait pour l'extérieur. En gros, il bosse pas en France, sauf la mission très particulière qui est Sentinelle, en gros. Mais vous, en fait, sur un mandat qui est très particulier parce que il manque des compétences à des certains moments, vous pouvez être amené à travailler au profit de gendarmerie. Donc je ne sais pas qui vous emploie, est-ce que c'est le préfet ou quoi que ce soit, je ne sais pas quelle chaîne, c'est la justice, voilà, qui vous demande en fait de pouvoir apporter votre expertise et c'est ça qui est hyper intéressant, que vous avez acquis ailleurs. Et nous, c'est ce qu'on a vécu aussi, c'est là la complémentarité des services des fois, c'est que les militaires sont placés des fois en amont de la menace, donc sont capables de voir des choses qui se passent à l'étranger. Dans tout le Moyen-Orient, tous les terroristes venaient de là-bas. Et cette transmission du savoir, on est capable aussi de la donner. Nous, on a transmis des choses au RAID, et tous ces services, ça se parle entre eux. Il ne faut pas croire que c'est hyper cloisonné.
Souvent, dans l'imaginaire des gens, c'est chacun bosse de son côté. En fait, tout le monde se parle, tout le monde se transmet des informations. Quand il y a besoin des coups de main, on le fait. C'est ça. Pour la BAC, c'est assez similaire à ce que mon camarade du PSIG a dit sur certains aspects. Nous, il faut savoir que donc, on est une unité d'appui. On travaille en civil, en véhicule banalisé. Et on va avoir en gros 3 facettes principales. C'est le côté intervention de police un peu plus classique, des appels 17, des réquisitions d'usagers, de machin, parce qu'on est de passage, pour gérer des missions de police qui sont un peu plus tendues parfois que certains différents classiques, des bagarres, des bagarres avec armes, tout ça. Donc ça, c'est tout ce qui est intervention 17, on appelle ça. On va avoir un côté un peu plus opérationnel également parce qu'on est une unité primo-intervenant sur tout ce qui est tuerie de masse. Donc on est équipé armes lourdes, gilets lourds et on sera les premiers à être envoyés comme le PSIG sur des interventions d'attentats, de règlement de compte à l'arme à feu. Et également l'aspect un peu plus basé sur la lutte de la délinquance, toute délinquance confondue, que ce soit des violences, des cambriolages, des vols, de la lutte contre le trafic de stupes et toute l'économie souterraine en général. Là où c'est l'avantage de bosser en civil, on va pouvoir filocher des pickpockets qui dépouillent les touristes en centre-ville. On va pouvoir mettre une surveillance sur un point de deal où on va monter un dossier dessus et voilà. Et après, on a justement aussi cette chance de pouvoir aussi, sur le côté opérationnel, de faire des interpellations à domicile, donc les fameux pétages à 6h du matin. Voilà, où on rentre en colonne et puis on interpelle les différents objectifs en fait. Okay. C'est quand même très similaire avec le PSIG au final, parce que vous êtes le bras fort un peu de la police, vous êtes primo-intervenant, vous êtes toujours là. Moi, dans mon imaginaire, il y a la police qui est en ville et les gendarmes qui sont en campagne. Ça, c'est mon imaginaire d'enfant, on va dire. Elle est où la frontière? Est-ce que vous vous croisez de temps en temps? Est-ce que vous partagez des opérations? Est-ce que vous vous renforcez de temps en temps? Ou c'est vraiment, il y a une délimitation sur la carte, ça c'est la ville et à côté c'est la campagne? Comment ça se passe? Moi, je pense que déjà, on a tendance, alors pas forcément souvent sur tout type de mission, mais on a quand même tendance à travailler ensemble déjà par le fait de partager des informations. Donc ça, c'est important parce qu'il y a des mecs qui commettent des méfaits dans certains villages, mais qui sont originaires de notre ville, du secteur, et inversement. Donc voilà, donc il y a ce côté information. Il y a aussi le côté opérationnel où, par exemple, sur une opération, il va y avoir plusieurs objectifs. Des objectifs qui sont localisés en secteur gendarmerie ou en secteur police. Et pour la même opération, on va travailler commun en fait. En collaboration. En collaboration. Voilà. Après, arrête-moi si je me trompe, mais la police a plus de frontières. Je trouve que la gendarmerie, vous n'irez pas partir sur une domiciliaire en zone rurale. Sur un dossier, est-ce que vous pourriez partir, par exemple, dans un village, si c'est un dossier que police? Ça vous arrive? Ouais, ça arrive. Ok, bon, bah, alors j'ai rien dit. Là où je voulais en venir, c'est que en fonction des dossiers, des unités de recherche, il nous arrive très bien de partir sur une interpellation domiciliaire en zone police. C'est totalement possible et c'est là où arrive parfois la collaboration avec les effectifs police, notamment la BAC, parce qu'ils sont un peu plus habitués à nous donner ce genre de renseignements sur simplement la localisation de la personne, le type de quartier, tout ce qui est renseignement opérationnel, exactement, tout ce qui est de nature à nous aider sur l'adversaire en fait. Et très souvent, la BAC a énormément de renseignements à nous donner et ça nous aide énormément. Il arrive parfois qu'on les renforce sur des gros événements en ville. C'est relativement rare, mais quand on a des événements d'ampleur, par exemple, on a eu une fusillade entre familles des gens du voyage.
Les effectifs bac n'étaient pas forcément assez conséquents pour ça. Et c'était assez intéressant parce qu'à ce moment-là, il y a des effectifs psych qui sont arrivés et des effectifs Vigipirate. Donc là, on a eu vraiment une interopérabilité entre tous les services et ça a déroulé très bien. Et c'est là où on voit qu'en fait, on a le même cœur de métier, quoi. Pour finir, qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune aujourd'hui qui a 17 ans et qui souhaiterait s'engager? Alors pour parler un peu de mon expérience personnelle et ce que je préconiserais, ce serait justement de ne pas s'engager tout de suite. Faire des études, c'est bien. Ça permet d'avoir un bagage, si jamais pour telle ou telle raison, ce qu'on aspire à faire, ça ne peut pas se faire. Parce que au final, on se rend compte que ça ne nous plaît pas, parce qu'il peut peut-être aussi y avoir un souci médical, un souci familial, on ne sait jamais. Et c'est pour ça que c'est intéressant de quand même avoir un bagage. Moi, en l'occurrence, j'ai fait des études de droit, j'ai une licence en droit administratif et en économie. Même si j'avais l'idée de la gendarmerie bien avant le bac. Mais j'ai quand même voulu faire ça et pas m'engager directement. Et j'en suis contente parce que je me dis, si voilà, demain, je décide de quitter l'institution pour telle ou telle raison, j'ai quand même quelque chose. Ouais, t'as quelque chose. J'ai quand même quelque chose. Ensuite, j'aurais tendance à dire que, bien évidemment, quand on s'engage dans tout ce qui est corps d'armée, armée de terre, de l'air, marine, gendarmerie, etc., forcément que ça demande un certain courage, une certaine détermination, forcément. Et que justement, je trouve que ça peut être un moteur et que même s'il y a certaines choses qui peut donner un petit peu cette envie de freiner, parce que ça demande quand même un certain investissement personnel, qu'au contraire, il ne faut pas que ce soit un frein, et que justement, quand on a la détermination, on peut vraiment aller au bout des choses. Moi, en l'occurrence, je suis une ancienne très très grande timide, par exemple. Et là, maintenant, je suis officier de police judiciaire en gendarmerie, et voilà, quand on a la détermination et quand on veut aller au bout des choses, il n'y a rien qui nous arrête, d'autant plus en tant que femme. Parce que voilà, dans ces métiers-là, ça peut être compliqué. Compliqué de trouver sa place et puis surtout de la faire, quoi. C'est bien que tu en parles parce que, en fait, aucun de nos métiers, à nous tous, même moi, force spéciale, dans la regroupation des forces spéciales, aucun métier n'est fermé aux femmes. On ne le dit pas assez, en fait, pour que ça se sache, mais les forces spéciales recrutent des femmes, les gendarmes recrutent des femmes, les psys sont ouverts aux femmes, la BAC est ouvert aux femmes, le renseignement, tout est ouvert aux femmes. Le problème, c'est que, moi, c'est ce que j'ai vécu dans l'armée, souvent les femmes, en fait, elles vont devoir prouver plus. Elles sont tout le temps, en fait, remises un petit peu en question. C'est une réalité. Voilà, je pense que c'est la même chose dans la gendarmerie, donc c'est dur. Mais pour autant, il faut de l'ambition, comme tu dis. C'est une petite vidéo que j'avais fait en rigolant pour m'amuser sur la chaîne, là. Si tu vises pas très loin, tu n'iras pas loin. Si tu vises loin, si tu as de l'ambition, tu iras loin. Et en fait, c'est ce qu'il faut qu'ils entendent, les jeunes aujourd'hui aussi, c'est que prenez votre temps, ça va être long, mais n'écoutez pas tous les gens qui veulent vous décourager. Vous êtes capables tous de tout faire si vous vous en donnez juste les moyens. Que des fois, ça peut être physique et du coup, Hydra Performance peut vous aider physiquement à vous améliorer. Ça peut être dans plein d'autres choses. Moi, j'essaie de le faire à ma façon avec l'association, mais chacun a des capacités à aller loin. Il faut juste cette ambition, cette envie et de rien lâcher. Et surtout quand tu es une femme. Et on apprend aussi. Après, il y a l'expérience. Moi, j'ai 9 ans en gendarmerie. Je ne suis plus du tout la même femme, autant dans le plan personnel que professionnel, que 9 ans en arrière, quoi. Il y a l'expérience. On apprend à forger son caractère aussi, à s'imposer. Ensuite, ça vient avec l'expérience. Mais bien évidemment que quand on a la détermination à la base, faut pas voir non plus ça comme quelque chose d'insurmontable, mais juste cette envie de se dire je me challenge et je sais que je suis capable, je sais pourquoi je me suis engagée et j'irai au bout, même si justement il peut y avoir des petites choses challengeantes, mais tant mieux parce que ça nous permet de se connaître. Ouais. C'est là qu'on se connaît, c'est là qu'on voit nos limites ou pas et que qu'on peut les repousser et c'est ce qui fait la beauté de nos métiers, quoi. Je pense que vous êtes un tout petit peu plus jeune que moi encore, mais on ne se rend pas compte de la richesse de tout ce qu'on apprend quand on est dans ces métiers-là. Quand on sort de l'armée, de la gendarmerie, etc., c'est le mot d'aujourd'hui, les soft skills. On a des compétences qui ne sont pas écrites sur des CV.
mais on a des compétences en termes de charisme, de leadership, de détermination, on sait s'organiser dans tous nos corps de métier qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui. Et c'est ça, c'est que, en fait, bougez-vous, donnez-vous et vous allez apprendre énormément de choses, que ce soit en gendarmerie ou bien d'autres choses. On a souvent tendance à dire que ces institutions, c'est un peu des écoles de la vie. Parce qu'en fait, on peut rentrer sans pas forcément de bagages, donc c'est un peu en contradiction avec ce que dit ma camarade. Mais effectivement, pour quelqu'un qui décide de rentrer directement, qui n'a pas forcément toute cette expérience de vie, je parle pas forcément professionnelle, dans tout ce milieu où on va être amené à rencontrer énormément de camarades, à forger un esprit de camaraderie. Ça va forger un caractère, ça va forger une façon d'être, et ça va parfois, souvent dans bien des cas, nous aider à nous surpasser. Je ne pense pas que tu es en contradiction à ce qu'elle a dit. Ce qu'elle dit, c'est quand même, si vous le pouvez, poussez au maximum vos études en quelque sorte. Ouais, mais certains ne le peuvent pas et c'est malheureux, mais leurs parents n'ont pas l'argent pour leur payer des études. Ils ont pas, voilà. Pour autant, c'est une grande mixité sociale et il y a un vrai encore, aujourd'hui on l'entend partout, mais ça existe quasiment nulle part, il y a un vrai ascenseur social quand même. J'allais y venir, c'est le mot, c'est l'ascenseur social. Et alors, que ce soit à l'armée, en gendarmerie ou en police, on peut commencer très bas et arriver, on peut commencer adjoint volontaire et finir officier, sans aucun problème. Et j'ai plein d'exemples dans mon unité ou dans d'autres unités. Et c'est des personnes, quand on les voit, on se dit, mais elles ont un bagage d'études de fou. Non. Parfois, elles n'ont même pas le bac. Et c'est ça, et c'est qu'en fait, alors dans le civil, on va beaucoup juger sur les diplômes. C'est pour ça, prévoyez votre plan B et faites des diplômes, parce que ça vous servira. Mais dans tous nos corps de métier, la vraie intelligence, elle n'est pas calculée au diplôme. Et cette rigueur-là, en fait, il y a peu de personnes civiles aujourd'hui qui peuvent le dire. En fait, dans ces corps de métier, on apprend cette rigueur, le fait de apprendre l'autorité, en fait, d'obéir à un patron, de juste aller sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, je retranspose au civil. S'il faut faire 2 heures supplémentaires, je ferai 2 heures supplémentaires. À l'armée ou à la gendarmerie ou à la police. Tu as le culte de cette mission. Il n'y a pas forcément, déjà il y a le culte de la mission, et puis on ne se pose pas la question si mince, je dépasse un petit peu. Mince, en fait non, s'il y a quelque chose à faire, on va le faire. En fait, quand on arrive dans cette vie civile, on se dit, mais en fait, moi j'accepte certaines choses que d'autres n'acceptent pas du tout, alors que pour moi c'est normal. Et c'est très très recherché au niveau de tout ce qui est patron. Tout ce qui est patronat, attention. C'est recherché, mais pour nous c'est dur aussi. C'est dur en reconversion de ne pas comprendre en gros dans le monde civil dans lequel on débarque. Parce que ça a été toute notre vie normale que tout le monde se donne sans compter. On arrive dans un monde civil où c'est pas forcément comme ça. C'est plus compliqué. Mais en soi, voilà. Faites des études, mettez le maximum de chances de votre côté et si vous le pouvez, allez dans n'importe quel service. De toute façon, ça va être complémentaire. Vous allez évoluer, vous allez apprendre plein de choses et vous allez devenir de vraies belles personnes.